Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Monsieur le ministre, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour la 4e édition. C'est de la Cité des débats, donc on commence à avoir la patine du temps. Je remercie évidemment nos partenaires, la revue parlementaire et politique. Donc, nous avons ancré aujourd'hui nos relations dans la durée. Et puis également les partenaires de l'événement, Deloitte, qui est encore présent avec nous, l'IHEP. J'aime pas les acronymes, donc c'est pour ça que je bute à chaque fois. Donc en plus, comme je suis un ancien dyslexique, vous imaginez, ça me met immédiatement dans les plus grandes difficultés. Et puis également Marianne, qui nous accompagne, je crois aussi depuis la deuxième année. Sur un thème qui est ô combien intéressant, un thème de débat, celui de l'engagement, qui est un thème d'actualité, et puis dans une société complexe avec des problèmes complexes, une société qui est aussi de plus en plus policée, et on peut utiliser ce terme, eh bien l'engagement peut aller jusqu'à déranger. Alors si on en retire quelques réflexions, je dirais, liminaires sur ces 2 journées de débat. Vous aurez évidemment des témoignages qui vous seront présentés avec l'ensemble des intervenants sur la diversité des engagements. L'engagement peut être religieux, il peut être syndical, il peut évidemment être économique. On peut voir aussi que les formes d'engagement évoluent avec le temps. Les engagements au XIXe siècle ne sont plus les engagements au XXIe siècle. On ne peut ne pas avoir, et heureusement, je dirais, sans doute, ce sens du sacrifice qui pouvait exister à cette époque, ou du moins sous certaines formes. On peut voir aussi qu'au gré des circonstances, vous pouvez avoir de nouveaux engagements qui se créent. Et pendant toute la période du Covid, nous l'avons vu, l'engagement exceptionnel des soignants et puis aussi de toute une partie de la population. Et puis on peut voir aussi que des engagements qui étaient hauts à certaines époques et puis peuvent également être en baisse. Donc il y a un sens évolutif des engagements. Et puis les engagements peuvent être individuels et collectifs. Et puis à Saint-Raphaël, notamment avec la richesse de notre tissu associatif, puisqu'on a près de 200 associations dans les domaines sociaux, culturels, sportifs. On voit que les associations, presque par délégation, participent à la vie de la ville. Alors si on va un peu plus loin, eh bien on vous dira, si on est un peu plus dans le concept, qu'est-ce qu'être être engagé, qu'est-ce que ça signifie? On peut dire que c'est une liberté, ce n'est pas un devoir, ça peut parfois être un devoir, ça l'a été comme la conscription, et puis être engagé, en certaines circonstances, ça peut devenir un droit qu'on peut aussi opposer tout en le rattachant à la notion de l'engagement. Alors pourquoi on s'engage? On s'engage parce qu'on est intérêt. Je crois que l'intérêt est le moteur de l'action, quel que soit l'intérêt. Les intérêts peuvent être évidemment extrêmement divers. Et cette réflexion, on la retrouve lorsqu'on s'interroge notamment sur la participation politique. Les Français ne votent pas de la même manière à toutes les élections, dans toutes les circonstances. On voit que les taux de participation varient, tout comme l'abstentionnisme, n'est-ce pas, mon cher Frédéric? C'est évidemment fonction de l'intérêt qu'on porte à la question. Ce qui est une réflexion d'ailleurs pour les responsables politiques, quand on constate qu'il y a une désinfection, on peut se dire aussi qu'on n'a pas réussi à susciter l'intérêt. Et c'est une véritable réflexion qu'il faut avoir sur comment arriver à susciter cet intérêt. Alors l'engagement, ça nécessite évidemment un certain nombre de qualités, le courage, la ténacité, la prise de risque, ce sont généralement des qualités, des valeurs qui sont associées à l'engagement. Alors l'engagement n'est pas toujours bien vu, dans la mesure où cet engagement peut être parfois conflictuel, enfin souvent d'ailleurs, ça peut être des motifs de confrontation, ça peut même mener à la prison, mon cher José, cet engagement, mais vous êtes réhabilité depuis, donc on peut en parler, mais c'est vrai que l'engagement des uns peut être contraire ou opposé à l'engagement des autres. Et donc, des engagements qui sont totalement contraires peuvent évidemment s'opposer et peuvent s'opposer très fortement.
Dans le cadre de cette réflexion aussi éthique ou morale, tous les engagements ne se valent pas. Il y a de bons engagements et puis il y a de mauvais engagements. Si on va jusqu'à l'excès et qu'on évoque le terrorisme, il s'agit évidemment d'engagements qui sont tout à fait condamnables sur tous les plans et notamment le plan moral. Et puis quand la société aussi n'aime pas toujours les gens qui s'engagent ou qui s'engagent trop, qui peuvent passer pour des emmerdeurs. Ça peut être ce terme-là pour celui qui va montrer trop de ténacité à vouloir poser ou à forcer ses convictions. C'est pour ça qu'on peut constater aussi que dans notre société, on a ceux qui s'engagent et puis on a aussi une société, on est très fort en France avec ça, avoir des tas de gens qui sont payés pour empêcher que ceux qui s'engagent puissent avancer. Vous voyez à qui je pense, avec une certaine maladie de vouloir tout contrôler, tout surveiller, d'avoir une société aussi de prévention de tous les risques. C'est un principe de précaution absolue où tout doit être dans la norme, tout doit être uniforme et ça explique aussi très largement qu'on arrive à décourager ceux qui veulent s'engager avec un pays totalement bloqué. Alors les chefs d'entreprise pourront en parler, les maires aussi, combien de fois on en parle à l'association des maires de France, lorsque votre responsabilité est engagée pour tout et n'importe quoi. C'est le fameux le panneau de basket, mais enfin il n'y a pas que le panneau de basket, c'est la marche arrière d'un camion poubelle qui va faire que vous allez passer une journée à la gendarmerie et je pourrais encore vous donner quelques exemples aussi de responsabilité. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais on vous explique que des normes n'auraient pas été respectées, vous ne savez pas par qui, mais ça n'empêche pas qu'on vous dit que vous êtes responsable, ce qui fait d'ailleurs perdre tout son sens au terme de responsabilité et ça touche toute la catégorie puisque de manière très anecdotique, je lisais que le champion du monde de Formule 1, Max Verstappen, donc 3 fois champion du monde, et puis il est parti pour encore gagner de très nombreux titres, donc un véritable champion, songeait même à arrêter, puisque vous savez qu'il avait été récemment sanctionné pour dire, il avait utilisé un terme en anglais qui commence par F et qui finit par K, lors d'une conférence de presse, et il est condamné par les instances de la Formule 1 à des travaux d'intérêt généraux. Donc bon, vous voyez, donc on ne peut aussi ne plus rien dire. Et si vous êtes le champion du monde de Formule 1 qui est découragé, vous imaginez le simple citoyen, le nombre de fois où nous pouvons aussi être amenés à baisser les bras. Alors pourquoi pourquoi? Et c'est là que je peux introduire notre invité, Monsieur le Ministre, cher Jean-Michel Blanquer. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être présent parmi nous avec un livre qui, très sincèrement, est passionnant. Je l'ai lu d'un trait. C'est sur la citadelle. Dans la mesure où il ne s'agit pas d'un ouvrage qui tente par des anecdotes à critiquer le monde du pouvoir dans lequel vous avez été, mais dans lequel chaque lecteur a évidemment sa propre vision, et puis vous avez la vôtre, et puis il y a toutes celles que l'on partagera, mais une véritable réflexion sur le pouvoir. Et cette réflexion sur le pouvoir amène aussi à se dire pourquoi on n'aime pas tellement ceux qui veulent trop s'engager, puisqu'il y a ceux qui veulent le pouvoir, il y a aussi toutes les déviances que peut avoir l'être humain lorsqu'il a du pouvoir, le pouvoir accroissant un certain nombre de traits de la personnalité, notamment des traits de personnalité narcissique, qui peuvent expliquer aussi cette évolution de la société, c'est-à-dire le politique n'étant pas fiable, et vous l'évoquez, ça c'est depuis l'origine des temps, depuis la Grèce antique, il faut le contrôler. Alors au XIXe siècle, c'est la bureaucratie qui est là pour bien contrôler. Alors la bureaucratie et son émanation, les technocrates que vous avez eu à côtoyer, les 4 personnes, c'est ceux que vous citez dans votre ouvrage, où on constate que des personnes sans légitimité, finalement, peuvent se retrouver avec beaucoup de pouvoir. Donc le responsable de tout ça, finalement, ce serait le politique, parce que tout ceci demeure extrêmement humain, trop humain, et c'est parce que c'est peut-être que c'est trop humain, qu'on veut nous efforcer à chaque fois à rentrer dans la norme. Mais enfin, j'espère que nos vies ne seront pas soumises uniquement à des calculatrices ou encore à
à des algorithmes. Donc encore merci d'être présent, merci d'être parmi nous, merci de l'échange que vous allez nous proposer. Eh bien, cher Jean-Michel Blanquer, je vous donne la parole. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, merci de bien vouloir accueillir M. Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l'Éducation nationale, accompagné de Stéphane Rosès, politologue, essayiste, auteur du livre « Chaos, essai sur les imaginaires des peuples ». Bonjour, il m'échoit l'honneur de présenter le propos du ministre Jean-Michel Blanquer. Jean-Michel Blanquer, vous êtes évidemment connu de tous. Les Français ont en tête votre action de ministre durant 5 ans. Ils ont en tête les priorités que vous avez voulu assigner à l'école, la priorité sur le primaire, les savoirs fondamentaux, le fait de redonner aux enseignants des marges de manœuvre, mieux les former, mieux les rémunérer, la réforme du lycée, la réforme du baccalauréat, et le fait que pendant plusieurs mois, vous avez dû gérer une crise angoissante, difficile, et la crise évidemment de la Covid-19. Monsieur le maire l'a dit, vous venez d'écrire un livre, La Citadelle. Il résume au fond très bien la thématique de ces journées. À la fin du livre, vous parlez effectivement de l'engagement et je dirais au fond à la fois votre parcours dit ce que veut dire l'engagement personnel d'un haut fonctionnaire qui décide de passer le Rubicon pour devenir un responsable politique exposé aux polémiques et exposé au fait de vouloir agir. Votre marque a été celle d'un ministre réformateur, républicain et voulant inscrire la pédagogie dans la modernité. Et je dirais, votre livre qui est présent au fond de la salle dit aussi comment à l'éducation nationale est arrivé un ministre qui connaissait la maison. Vous n'y insistez pas beaucoup, mais j'ai en tête une conversation avec Marcel Gauchet lorsque vous êtes arrivé à l'éducation nationale. Il me rapportait comment, en Seine-Saint-Denis, le samedi, je crois, vous réunissiez les enseignants, les parents d'élèves, ce qu'on appelle les parties prenantes de l'école, avant même que vous soyez ministre. Donc, je dirais, la première chose intéressante sur l'engagement, c'est que vous connaissez la maison, vous êtes un haut fonctionnaire et vous franchissez le pas. Vous échangez avec le candidat Macron avant 2017 et vous l'indiquez, mais on le sait, il va s'inspirer de vos analyses et propositions. Le deuxième enseignement que l'on voit dans votre livre, vous le dites dès le départ, l'engagement personnel s'inscrit, et ça a été dit lors de la première table ronde, dans un environnement historique et collectif.
Vous dites, les historiens seront sans doute avisés ou nous permettront de comprendre ce qui arrive et ce qui est arrivé. Mais au fond, votre livre recèle déjà des clés d'explication, selon moi. Vous insistez beaucoup sur l'importance de la relation de confiance au sommet de l'État. Et évidemment, pour vous, mais aussi pour une majorité de Français, on pense spontanément au président de la République quant à sa capacité de porter un projet dans la cohérence et la continuité. Et là, vous dites dans le livre, au fond, j'ai poursuivi le chemin initial qui s'inscrivait dans le propos de dépasser les clivages anciens, de mettre la France en marche au nom de l'intérêt général. Et de façon, j'imagine, douloureuse, vous relatez le sentiment que vous avez continué ce chemin et que la relation du président avec le pays, lui, bifurquait, comme on parle maintenant de certains itinéraires de jeunes. Et dans cette bifurcation, dans cet éloignement, vous utilisez des termes concernant le président qui sont des termes qui semblent au fond montrer que le président a été emballé dans une psychopolitique donnant à voir, alors qu'il avait semblé représenter une face lumineuse de la politique, une face, elle, beaucoup plus sombre. Vous insistez sur le fait qu'il y aurait au fond dans l'engagement des responsables politiques deux types de responsables politiques. Partant, monsieur le maire l'a dit, effectivement de réflexion de philosophes dès la Grèce antique. Les hommes de conviction et les hommes d'État. Et vous faites référence à un certain nombre de femmes et d'hommes d'État dans le passé, mais vous dites également que, ça a été un peu mentionné par monsieur le maire, que l'homme qui a au fond le plus de pouvoir en France au quotidien, ça a été un haut fonctionnaire, ce qu'on appelle un technocrate, et c'est toujours Alexis Colère. Jean-Pierre Chevènement disait la même chose d'Olivier Chramel sous Lionel Jospin. Et donc, je termine au fond par l'idée que avoir des hommes d'État, c'est nécessaire, mais il faut encore que, me semble-t-il, les États soient souverains, qu'ils aient réellement la maîtrise du cours des choses. L'école, c'est préparer l'avenir de la nation, l'avenir de nos enfants. Si nos politiques n'ont plus la maîtrise des choses, alors tout semble se ramener à la technique et les choses se renferment. Le point positif, me semble-t-il, sur l'engagement, c'est que si vous avez été pendant longtemps l'exemple de la réussite ministérielle du macronisme, si après un intermède d'un ministre éphémère, communautariste, est arrivé un ministre Attal reprenant votre engagement républicain, c'est donc que les ennemis de la République
peuvent être présents parmi les classes dirigeantes, la petite bourgeoisie intellectuelle, mais le fond de la nation, elle, demeure républicaine, et vous avez décidé de poursuivre votre engagement sous d'autres formes. Soyez-en remerciés, et soyez remerciés également du fait de donner votre contribution à nos journées. Merci, Monsieur Blanquer. Merci, Monsieur le maire. Merci aussi, cher Stéphane Rosès. Merci à Arnaud Benedetti. Merci à la revue politique et parlementaire de ces journées et de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être parmi vous et de pouvoir vous saluer toutes et tous. Merci donc de cette invitation et merci de ce thème, l'engagement, qui est un thème très transversal, un thème qui permet de parler de politique, comme on l'a entendu dans la table ronde précédente et comme on vient de l'entendre. Un thème aussi qui permet de, je pense, revisiter les éléments fondamentaux de la crise dans laquelle nous sommes. Alors, quand on dit crise, on a peu de chances de se tromper, il y a toujours des crises, mais la crise politique actuelle, plus généralement, la crise de société que nous traversons. Alors, il faut toujours commencer par une définition, et je vais essayer de commencer par une définition de l'engagement, et puis chemin faisant, avec les problèmes que je soulèverai, peut-être de terminer par une définition de l'engagement, j'espère plus riche à la fin qu'au début, mais en tout cas c'est mon but que d'essayer d'y réfléchir avec vous. D'abord, je qualifierais l'engagement comme le fait pour un être humain de décider de dépasser son individualisme pour aller vers quelque chose de plus grand que lui-même. Et donc cette définition très simple est une sorte de point de départ pour se dire que déjà il y a une difficulté dans l'engagement dans nos sociétés contemporaines puisqu'elles sont caractérisées par l'individualisme, elles sont aussi caractérisées par le matérialisme, elles sont caractérisées par l'essor totalement inexorable des technologies, autant d'éléments qui peuvent mener au repli sur soi, qui peuvent mener à l'inverse de l'engagement et au cloisonnement aussi bien entre individus qu'entre groupes au sein de nos sociétés. Et c'est évidemment l'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés, qui n'est pas d'ailleurs spécifiquement un défi français, qui est un défi de la modernité ou même de ce qu'on appelle parfois la postmodernité. Et évidemment, en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'ai toujours eu ces enjeux à l'esprit. Et si j'ai si souvent eu le mot de République à l'esprit, c'est bien, et je vous remercie d'en avoir rappelé certains éléments, parce que j'ai toujours considéré qu'il fallait défendre le commun, la res publica, la chose publique, face à toutes les tentations de fragmentation de nos sociétés. Il y a toujours un équilibre à trouver entre liberté et sécurité, entre l'unité et la décentralisation, et cet équilibre parfois est rompu dans nos sociétés démocratiques, précisément parce que nous allons très loin dans l'individualisme. Tocqueville avait déjà identifié ce problème dans tous ses ouvrages, et notamment dans De la démocratie en Amérique. Et il nous disait dès le début que la grande tendance de la modernité, celle qu'il observait déjà dans les années 1830 quand il allait visiter les États-Unis, c'était que nous allions vers l'égalité. Nous allions vers l'égalité des conditions. Et pour l'aristocrate qu'il était, il y avait là quelque chose à la fois d'admirable et en même temps quelque chose d'inquiétant, parce qu'avec cette égalité des conditions, eh bien, il y avait certes l'abolition des privilèges, l'abolition de toute une série de hiérarchies qui relevaient du passé, mais il y avait aussi le risque de l'individualisme, le risque aussi de la standardisation, le risque d'avoir les petits pois dans le bocal, pour reprendre une expression qui a été utilisée ensuite. Autrement dit, une forme d'indifférenciation et une forme de repli sur soi, une forme aussi de perte de sens du collectif, une perte de sens pour notre pays, par exemple, quant à sa destinée. L'engagement dans ce contexte est très certainement, et j'en suis convaincu, et c'est pour ça que je suis heureux d'en parler aujourd'hui, l'antidote par rapport au phénomène que je viens de décrire. Parce que si la démocratie court le risque de l'individualisme, la démocratie a aussi en elle de quoi faire face et de quoi permettre que justement l'individualisme ne soit pas le quotidien de la démocratie. Et il y a là un phénomène historique qu'il faut avoir bien à l'esprit.
Ce n'est pas le seul sujet où l'on voit ça. C'est que tout concept, tout régime aussi, en allant au bout de lui-même, risque de se retourner contre lui-même. La démocratie peut se retourner contre elle-même parce que la démocratie, en favorisant les droits de tous et le droit à être soi-même, le droit à l'individu de s'épanouir, elle peut aller jusqu'à la contradiction du retournement de l'individu contre la démocratie. On trouve ce problème dans bien des domaines, et c'est pourquoi la démocratie elle-même doit avoir en elle-même de quoi répondre à ce problème. Et sa principale réponse, c'est l'engagement, c'est la participation, c'est le collectif, c'est la République. La démocratie, de ce point de vue-là, est sauvée par la République. Souvent, on se dit, mais ce mot de République, cher monsieur Blanquer, vous l'utilisez beaucoup, et puis est-ce qu'il n'y a pas là une incantation? On finit les discours en disant « Vive la République, vive la France ». Et la France, on voit bien, la République, c'est moins clair. Est-ce que ce n'est pas juste une formule? Et dans les jeunes générations, il y a souvent cette objection. Qu'est-ce qu'on met derrière les valeurs de la République? Qu'est-ce que c'est que la République? Eh bien, je crois qu'au travers de l'engagement, et c'est ce que je vais m'employer à faire maintenant, on a justement la traduction de ce qu'est la République. Et la République, si c'est ce que nous avons en commun, ce que nous sommes capables de faire ensemble, ce qui fait à la fois notre humanité et notre patrie, eh bien, c'est justement parce que nous acceptons d'aller au-delà de nous-mêmes pour nous engager dans quelque chose qui nous dépasse. L'homme a besoin de cela, aussi bien spirituellement que politiquement, et c'est par l'éducation notamment que nous pouvons y arriver. Et bien entendu, les exemples que je pourrais donner viendront essentiellement de l'éducation, puisque c'est ce que je connais le moins mal, et parce que, et c'est une raison plus importante encore, parce que j'ai la conviction profonde, mais je crois partager avec vous, que l'éducation est le premier des sujets, celui par lequel nous pouvons avoir les solutions d'avenir. Et donc je voudrais mettre la question de l'engagement au regard des 4 risques démocratiques qu'il y a aujourd'hui. Premier risque, ce que l'on peut appeler l'entropie démocratique. L'entropie, c'est le fait pour un système, à force de se développer, de se désorganiser. C'est finalement ce que vivent par exemple tous les empires qui à un moment donné commencent un déclin parce qu'ils se sont étendus très fortement. La démocratie court ce risque à plus d'un titre. On l'a vu d'abord courir ce risque géopolitiquement, historiquement, sous nos yeux. Souvenez-vous des années 90, tout le monde pensait, ou en tout cas beaucoup pensaient, qu'après la chute du mur de Berlin, eh bien, la démocratie allait inexorablement se répandre dans le monde entier. Et à la limite, c'était même créateur d'une sorte d'angoisse de la standardisation du monde par l'arrivée de ce qu'on appelait à l'époque d'ailleurs l'hyperpuissance américaine et plus généralement le déploiement de la démocratie. Et puis il y a eu le 11 septembre 2001, il y a eu toute une série d'événements, et notamment la chute de régimes démocratiques, et parfois par exemple de jeunes régimes démocratiques en Afrique, qui d'une certaine façon ont créé une forme de doute de la démocratie sur elle-même. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus du tout dans cette atmosphère, nous sommes au contraire dans une atmosphère inquiète, comme nous le voyons dans différents conflits actuels, une atmosphère de la démocratie sur la défensive, la démocratie sur le reculoir. C'est vrai sur le plan géopolitique, mais c'est vrai aussi sur le plan interne, dans nos sociétés, où des forces qui vont contre la démocratie ou contre la liberté sont extrêmement puissantes, tandis que l'idée républicaine et l'idée démocratique, elles, semblent parfois très affaiblies. Et c'est un point sur lequel je voudrais commencer à insister en parlant d'entropie démocratique, c'est qu'il y a toujours un risque de ne pas avoir suffisamment de mobilisation des démocrates, des républicains, ce qu'on appelle parfois aussi la majorité silencieuse, face aux attaques contre les libertés. L'entropie démocratique, c'est aussi le fait que nos droits se sont multipliés. Et là, c'est aussi en tant que professeur de droit que je parlerai de cela, et en pointant le phénomène que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'un concept va au bout de lui-même. Je veux parler ici de l'état de droit. L'état de droit est consubstantiel à la démocratie. L'état de droit, dès 1789, il est là, que ce soit en France avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ou aux États-Unis, où il y a la fameuse Bill of Rights, les 10 premiers amendements de la Constitution américaine, qui eux aussi énumèrent des droits. Et c'est le début d'une expansion, et d'une expansion a priori magnifique, qui va vers la multiplication des droits, la multiplication des procédures. Par exemple, en France,
assez récemment l'arrivée de la question prioritaire de constitutionnalité qui permet à tout citoyen de saisir le Conseil constitutionnel et qui apparaît a priori comme un progrès. Et puis la multiplication des instances, le nombre de juridictions, parfois spécialisées, par exemple l'apparition de la Cour européenne des droits de l'homme après la Deuxième Guerre mondiale, ou les autorités administratives indépendantes qui, pour certaines d'entre elles, ont un pouvoir juridictionnel. Bref, une forme d'éparpillement, de fragmentation des instances. Or, l'état de droit, initialement, tel qu'il a été conçu, notamment au XIXe siècle, suppose une unité du droit, une res publica du droit. Et cette res publica du droit, c'est ce qui garantit l'égalité entre nous tous. Si les droits sont tellement multiples qu'on ne peut les dénombrer, si les procédures sont très nombreuses aussi et en concurrence entre elles, si l'on ne sait plus quelle est la juridiction suprême quand un problème se pose, eh bien, à la fin, ceux qui sont les plus favorisés, c'est les plus habiles, les plus riches, les plus organisés, et le citoyen lambda n'est plus dans une situation d'égalité qui était pourtant le but de l'état de droit. Et nous passons donc au nom de l'état de droit à l'inverse de l'état de droit, ce qu'on peut appeler la société de droit, où finalement chacun invoque ses droits, mais où c'est la loi du plus fort qui, au travers du droit, risque de s'affirmer. Voilà un exemple typique de la complexité démocratique, et voilà un exemple typique de ce que l'engagement permet de contrecarrer, parce que l'engagement républicain, c'est d'être toujours vigilant sur l'égalité entre les citoyens, sur le fait que nos évolutions démocratiques restent conformes à l'objectif démocratique initial. Sommes-nous encore fidèles aux objectifs de la Révolution française? Sommes-nous encore fidèles aux grands principes des lois de la Troisième République? Sommes-nous encore fidèles au projet de l'après-guerre et exprimé en 1946 par des éléments qui faisaient notre unité nationale? C'est évidemment une question qu'il faut se poser en permanence. Le premier problème est donc le problème de l'entropie démocratique. Et la première réponse, c'est l'engagement. Et cet engagement suppose qu'en face de la notion de droit, nous sachions mettre la notion de devoir. L'engagement, c'est aussi sentir, indépendamment de l'ordre juridique et par-delà l'ordre juridique, que nous avons des devoirs en même temps que nos droits et que d'ailleurs il ne peut pas y avoir de droit s'il n'y a pas de devoir. Il y a une forme de symétrie entre les deux. Et l'engagement, c'est finalement très souvent, de la part des citoyens, de la part des individus, le fait de spontanément se créer un devoir parce que notre conscience, à côté du droit, avec le droit, par-delà le droit, nous dicte qu'il faut s'engager parce que nous ne sommes pas seulement créanciers d'autrui, nous ne sommes pas seulement créanciers de l'État, nous sommes aussi débiteurs de tous ceux qui nous permettent d'être ce que nous sommes, notre famille par exemple, débiteurs de notre pays dont l'histoire de plusieurs siècles nous permet d'être ce que nous sommes. Et donc cette logique de devoir est absolument essentielle. Il est évident que dans le domaine éducatif, cela consiste dès le début du parcours de l'enfant à lui apprendre ses droits et ses devoirs pour vivre bien, pour vivre heureux, pour vivre engagé. Ça fait partie des choses que nous avons fait avancer, je crois. Lorsque je disais lire, écrire, compter et respecter autrui, c'était évidemment une sorte d'appel à l'engagement. C'est dès l'école maternelle qu'un enfant apprend à coopérer. C'est dès l'école maternelle que l'esprit d'équipe s'acquiert. Et cette dimension-là, elle est absolument essentielle. Un deuxième défi démocratique, c'est ce qu'on peut appeler la myopie démocratique, c'est-à-dire la difficulté pour la démocratie, la difficulté pour nos sociétés d'avoir le sens du long terme. Il a été question d'écologie dans la précédente table ronde, à juste titre. La question de la survie de notre planète, la question de l'équilibre écologique est évidemment question existentielle pour tout le monde. Et elle suppose d'avoir un sens du long terme qui va très au-delà des élections. Est-ce qu'on va prendre des mesures écologiques parce qu'on a un parti à sensibilité écologique au pouvoir et puis après faire l'inverse de cela? Ou est-ce qu'on doit avoir, dans la durée, sur des décennies, des continuités dans la politique qui va dans ce sens? C'est évidemment une question qui doit nous habiter aussi et qui doit nous permettre de créer plus de consensus, plus de participation autour des enjeux écologiques. Et moi, je suis très navré des gouffres générationnels qui existent aujourd'hui, des gouffres territoriaux, des gouffres sociologiques
qui existent, alors même que le sujet du rapport à la nature, le sujet de la sauvegarde de la planète devrait être un sujet d'unité nationale. De ce point de vue-là, l'engagement doit être pensé à l'aune de cette nécessité du long terme. S'engager, ça n'est pas s'engager pour demain matin. S'engager, c'est prendre un engagement, comme on le dit quand on prend des engagements personnels dans la vie. C'est des engagements qui emportent avec eux la notion de long terme. Et donc, si une société a des citoyens engagés, par exemple être conseiller municipal, être engagé dans la vie collective, créer une association qui va s'installer dans la durée, si on crée des institutions, c'est pour qu'elles survivent aux hommes, eh bien, si on fait cela, c'est bien pour lutter contre la tendance à long terme de la démocratie. Et la démocratie secrète et du court terme et du long terme. Si elle ne secrète que du court terme, elle meurt. Et elle a donc besoin, par l'engagement, par la participation, de sécréter du long terme. Mais le premier élément de sécrétion de long terme, on le retrouve encore, c'est évidemment l'éducation. C'est par l'éducation que l'on peut créer, influencer la société du futur, c'est une évidence. Et pour autant, nos sociétés n'investissent pas toujours ce qu'elles devraient dans l'éducation, que ce soit au sens premier du terme, c'est-à-dire les moyens que l'on y met, mais aussi le temps, par exemple, le temps que les parents consacrent à leurs enfants, qui est un élément absolument essentiel. Et Stéphane Rosès l'évoquait tout à l'heure, il peut y avoir dans l'action politique des contradictions entre les enjeux de court terme et les enjeux de long terme. Lorsque, même dans les crises, cela arrive. Lorsque, en janvier 2021, j'ai des pressions gigantesques pour fermer les écoles et que je résiste à cela, parce que, par toute une série d'éléments, j'ai la conviction que notre intérêt fondamental, c'est de maintenir les écoles ouvertes, eh bien, je me situe dans une logique de long terme. Parce qu'à court terme, je peux vous dire, d'un point de vue politique, j'en ai payé un prix très cher. Eh bien, cette importance du long terme que l'école traduit, c'est-à-dire quand, dans certains moments, vous faites l'arbitrage de l'école contre d'autres critères, vous faites un arbitrage de long terme contre le court terme. De même, dans la vie politique, vous êtes sans arrêt en situation d'avoir à faire des arbitrages de long terme contre le court terme. Et très souvent, c'est des arbitrages entre popularité et impopularité. Et cet enjeu-là, il nous renvoie évidemment à la façon dont on conçoit le rôle des représentants, la capacité à poser les problèmes et à montrer que les choix de long terme, s'ils ne sont pas toujours les plus populaires, sont pourtant ceux qu'il faut prendre. Et puis en éducation, on prend aussi des décisions tous les jours qui n'auront d'effet qu'à long terme et pour lesquelles on pourrait décider de regarder ailleurs. Par exemple, lorsque vous prenez des décisions en matière de formation des professeurs, vous avez des effets sur 10 ans, sur 20 ans. Mais vous avez des conflits immédiats avec ceux que ces changements dérangent. Et donc, cela pourrait vous inciter à l'abstention. Donc, le court-termisme démocratique est aussi un enjeu face auquel on doit être lucide. Et l'antidote, de nouveau, c'est l'engagement, de même que l'antidote, c'est l'éducation. Une troisième difficulté démocratique, c'est ce qu'on peut appeler l'asymétrie démocratique. L'apostrophe asymétrie démocratique. Parce que, là aussi, nous le vivons, les adversaires de la démocratie ont des outils parfois plus puissants que la démocratie. C'est vrai sur le plan géopolitique, les adversaires de la démocratie utilisent des outils que la démocratie ne se permet pas d'utiliser. Le terrorisme, par exemple, fait quelque chose que la démocratie ne se permet pas d'utiliser. Il y a donc une asymétrie. Les autoritarismes pratiquent plus facilement le mensonge que les démocraties. Il y a a priori donc une forme de supériorité des forces antidémocratiques face aux démocraties. Et on peut prendre plusieurs exemples qui traduisent cela, mais je voudrais souligner la question de la vérité. Le statut de la vérité dans nos sociétés démocratiques face aux forces antidémocratiques. Il est beaucoup plus simple de dire un slogan mensonger que de démontrer ensuite que ce slogan est mensonger. Alors là, je peux vous faire une conférence de 4 heures sur le sujet, mais je vais vous l'épargner, parce qu'en tant que ministre de l'Éducation nationale, j'ai évidemment vécu ça
à 1000% en permanence. J'ai appris tout récemment que ça avait un nom, que cet axiome que je croyais avoir décelé, en réalité avait été vu par bien d'autres que moi, et on appelle ça la loi de Brandolini. Je ne sais pas si quelqu'un le savait dans la salle, vous avez l'air d'être nombreux à le savoir, tant mieux. Moi, je l'ai appris récemment, et cette loi de Brandolini dit ce que je viens de dire avant, c'est-à-dire qu'il est, de même qu'il est facile de brûler une forêt et très long de la replanter, eh bien, de la même façon, il est facile de poser un mensonge dans le débat public et il est très difficile de le réfuter. Ça prend plusieurs pages ou plusieurs minutes. Un exemple typique, ce que j'ai vécu sur la polémique sur les mathématiques et les sciences. Ça fait 30 ans, 40 ans même, que le niveau de mathématiques en France a baissé. Et là aussi, c'est quelque chose qui est chez Tocqueville. Quand enfin quelqu'un se retrousse les manches pour changer ça, pour faire en sorte que les fondamentaux en mathématiques soient mieux assimilés par les enfants, pour faire en sorte qu'au lycée, il y ait plus d'approfondissement en mathématiques. Par rapport à tout ce que vous avez entendu dans le débat public, qui sait, par exemple, que les programmes de mathématiques sont devenus plus exigeants? Qui sait que qu'un parcours en mathématiques en France aujourd'hui, en seconde, première, terminale, se traduit par plus d'heures? Qui sait qu'il n'y a pas eu moins de filles qui font des mathématiques approfondies, contrairement à ce que vous avez entendu? Et ainsi de suite. Lisez le livre, vous aurez toute une série de démonstrations sur le sujet avec des annexes précises. Mais il me faut 5 minutes, 10 minutes, et même davantage pour le démontrer. Et même en le démontrant, dans vos têtes, vous vous dites encore peut-être que ce qu'il dit est vrai, mais c'est pas si sûr que ça. En revanche, quand vous entendez à la radio quelqu'un qui arrive et qui dit « c'est incroyable, cette réforme du baccalauréat a fichu en l'air les mathématiques et les sciences en France », et donne à l'appui de ça soit une courbe truquée, soit une affirmation mensongère, bah, vous êtes en voiture, vous dites c'est quand même incroyable, mais qu'est-ce qu'il a fait le ministre? C'est dommage, je le trouvais plutôt sympathique. Et à la fin, vous avez installé dans le public une contre-vérité totale qu'en réalité, même en écrivant un livre, même en faisant des conférences, j'aurais du mal à réfuter pendant longtemps. Ça, c'est un exemple de ce que j'ai vécu, mais vous l'avez sur 1000 sujets. Et donc, cette asymétrie entre, disons, la vérité et le mensonge, en tout cas entre les affirmations faciles, non nuancées, manichéennes, et la complexité des choses, puisque c'est aussi à ça que ça renvoie. Parfois, il n'y a pas une vérité absolue, mais il y a des choses complexes. Si vous prenez les contradictions qui peuvent exister parfois entre agriculture et écologie, je le dis devant José Bové, elles sont complexes. Elles supposent autre chose que des slogans que l'on s'envoie au visage. Il y a de la technicité, et tout ceci, c'est un problème démocratique, parce qu'il est beaucoup plus facile d'arriver avec un esprit purement manichéen, purement militant. Et là, on a disons, la face mauvaise de l'engagement quand il est de cette façon-là, c'est-à-dire le manichéisme. Et donc, la face positive de l'engagement par rapport à ce problème, c'est l'engagement avec un esprit de vérité. Je pense qu'on dit souvent que nous sommes à l'ère de la post-vérité. On dit souvent qu'avec le développement de la société de l'information, la possibilité pour tout le monde d'émettre des informations dans tous les sens, il y a eu une forme de déhiérarchisation de l'émission d'informations et de l'émission donc de vérité au pluriel, et que ceci est en train de désorganiser nos cerveaux, en train de désorganiser nos régimes, et que c'est d'ailleurs peut-être une des causes les plus importantes de la fragilisation de la démocratie. Et c'est pourquoi je crois qu'il doit y avoir avec l'engagement une connotation de vérité, ou plus exactement une connotation de bonne foi. C'est-à-dire qu'on doit s'engager au service d'un collectif, de quelque chose qui nous dépasse, mais avec l'esprit de vérité, puisqu'on ne peut agir bien que si on se base sur un diagnostic correct, sur un jugement qui est le plus exact possible. Et même si, selon les domaines, le sujet de la vérité se pose de façon différente, il faut aller vers l'engagement avec l'esprit de vérité si l'on veut sauvegarder le commun, si l'on veut sauvegarder la démocratie. Et puis enfin, en quatrième lieu, un des grands risques de la démocratie, c'est l'impuissance démocratique. Et ça va de pair évidemment avec les points précédents. C'est le fait que la démocratie peut apparaître comme moins efficace que d'autres régimes et que cela peut aboutir à relativiser l'intérêt de la démocratie. Tocqueville, qui est utile pour ces questions, c'est pourquoi je le cite plusieurs fois, avait pointé cette question. À son époque, et dans la grande tradition antique, la distinction entre les régimes, c'était entre
monarchie, aristocratie et démocratie. Et il disait que l'aristocratie, et même la monarchie, mais surtout l'aristocratie, pouvaient apparaître comme beaucoup plus efficaces que la démocratie. Et que, de ce fait, pour certains esprits, ça pouvait les rendre plus désirables. Je stoppe à efficacité discursive, je vais prendre un verre d'eau. Tocqueville, qui était pour l'avènement de la démocratie, mentionnait cette question. Mais ce qu'il disait immédiatement après, c'est que souvent la démocratie pouvait apparaître comme plus inefficace à court terme, mais qu'au bout du compte, par une forme de correction pragmatique permanente de sa trajectoire, la démocratie finissait par être plus efficace quand on regardait les choses dans la durée. Et regardez la crise sanitaire, elle nous en a offert un exemple assez fort. Et les démocraties ont paru plutôt plus inefficaces au début. On nous donnait en exemple la Chine, par exemple, ou d'autres pays autoritaires. Et puis le temps a passé, puis quand le numéro 1 chinois a eu des inspirations assez mauvaises, c'est toute la Chine qui a payé le prix de confinements extrêmement liberticides et de très grandes difficultés liées à cela. Et là où les autoritarismes se vantaient d'efficacité, en fait, on a vu les pays démocratiques avec leurs polémiques, avec leurs difficultés, avec leurs imperfections, mais on les a vus finalement traverser cette crise mieux que les autres. Et donc la démocratie ne doit pas être synonyme d'inefficacité, mais elle ne peut l'être que s'il y a de l'engagement. De nouveau, l'engagement est l'antidote. Et de nouveau, l'éducation est l'antidote. Parce qu'il ne peut y avoir d'efficacité démocratique que s'il y a de la participation, que s'il y a de la chair en plus du squelette démocratique. Autrement dit, s'il y a de la citoyenneté, si les groupes sont vivants à l'intérieur de la démocratie, si les individus se mobilisent. Si tout le monde est passif, si tout le monde se laisse faire, si tout le monde attend que l'État fasse tout ou que des pouvoirs publics X, Y et Z agissent à sa place, alors oui, il peut y avoir de l'impuissance démocratique parce qu'il y a à ce moment-là une forme de déresponsabilisation de tous. Ce sont les régimes autoritaires qui peuvent aboutir à la déresponsabilisation précisément parce que le pouvoir politique est surpuissant. La démocratie peut être beaucoup plus efficace que les autoritarismes si son corps social est vivant. Et de nouveau, je prendrai l'exemple de l'éducation. Parfois, nous avons le sentiment que le système scolaire français va mal. Et nous avons la nostalgie d'une époque où il allait mieux. Je pense en particulier à la Troisième République. Quand nous pensons ainsi, nous avons raison et tort à la fois. Nous avons raison parce que la force de la Troisième République par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, c'est qu'il y avait une confiance, un autre mot qui a été à juste titre utilisé tout à l'heure, une confiance dans l'école, une confiance de la société très forte dans son école, une confiance en particulier dans la socio-sociale que permettait l'école. Ça ne veut pas dire pour autant que l'école de la Troisième République était parfaite. Il y avait des exclus de cette école, il y avait des imperfections de cette école, il y avait toute une série de problèmes. Quand on regarde de près, des problèmes existaient, évidemment. Mais l'atmosphère générale était incroyablement favorable et tout ça emportait un cercle vertueux de la confiance. Nous sommes actuellement dans notre relation avec l'école plutôt dans une sorte de défiance. J'ai cherché à combattre cela, je suis arrivé par certains côtés, j'ai échoué par d'autres, mais ce qui me semble salutaire, et même sans être ministre de l'Éducation nationale, parce que ça relève de la responsabilité de tous, c'est de renouer avec cet esprit de confiance. C'est par exemple la confiance dans les professeurs. Lorsque on dit à l'enfant le soir que ses professeurs ont tort, on ne contribue pas à cette confiance de la société dans l'école. Sous la Troisième République, tous les parents d'élèves pensaient qu'on donnait raison au professeur par rapport à l'élève. Parfois, le professeur peut avoir tort, mais l'esprit, c'est que c'est l'adulte qui a raison par rapport à l'enfant dans sa relation éducative quotidienne. Et cette question de confiance envers l'institution, elle suppose une participation des parents d'élèves à l'école. Et donc c'est le devoir du système scolaire de s'ouvrir aux parents et le devoir des parents de jouer le jeu de la coéducation des enfants. Dans nos sociétés individualistes, on a remis non seulement l'instruction à l'école, mais même l'éducation à l'école, de sorte qu'il ait le choix à l'école de supporter tous les problèmes de la société
et même il échoue à l'école, de se faire reprocher les problèmes de société qu'elle n'a pas réussi à résoudre. Et ces problèmes sont innombrables. Ça ne veut pas dire que l'école ne doit pas s'en occuper. C'est important que l'école s'en occupe, et j'ai cherché à avoir des effets sur toute une série de sujets, par exemple les sujets de santé, les sujets de lutte contre les violences, de lutte contre le harcèlement, de lutte contre les atteintes à la laïcité, etc. Mais tous ces sujets ne sont pas des sujets qui trouvent leur naissance à l'école. Ce sont des sujets qui sont des sujets de la société, que l'école doit prendre en charge. Et comme elle ne les prend jamais assez bien en charge, la société se met à le reprocher à l'école. Mais c'est un cercle vicieux extrêmement délétère et duquel il faut sortir. Et on n'en sortira que par l'engagement, c'est-à-dire la responsabilisation. L'école est l'affaire de tous. Elle a des professionnels qui s'en occupent. On doit leur faire confiance au maximum, et d'autant plus qu'on doit ensemble regarder ce qui se passe et laisser une place aux parents d'élèves qui eux-mêmes doivent prendre cette place. Les clés sont assez claires et débouchent sur une vision participative de la démocratie. Et je voudrais terminer par là, parce qu'on essaye d'opposer souvent la démocratie représentative et la démocratie participative, comme s'il y avait une forme d'épuisement de la démocratie représentative. Moi, je crois beaucoup aux deux, et je crois chronologiquement beaucoup à la démocratie représentative. Il en a été question dans le débat précédent, et je pense que c'est important de le souligner. Attention à la défiance envers les gouvernants. Cette défiance vis-à-vis des élus crée d'ores et déjà une crise démocratique. Il faut quand même avoir l'intérêt général chevillé au corps aujourd'hui pour prendre des responsabilités de maire, de conseiller municipal, de toutes sortes de responsabilités, y compris les responsabilités ministérielles. Et si parfois on se plaint de la baisse des compétences des responsables, c'est aussi parce que l'attractivité de la fonction politique est en crise. Et je ne vais pas égrener toutes les raisons qui font que vous pouvez être plus heureux de ne pas exercer une fonction politique que de l'exercer. Et par exemple, ma tête joyeuse ce soir, contrastant avec peut-être la tête que j'avais il y a 3 ans, serait une sorte d'illustration. Mais il faut être très attentif. À force de jeter des pierres sur nos représentants, nous pouvons ne plus avoir de représentants dignes de la fonction. Ce risque existe et il faut le mentionner. Donc, si l'on parle d'engagement, il faut aussi s'interroger sur ce qu'est le statut de l'engagement. Pour ma part, je crois, puisque je parle ici de l'engagement politique, qu'il est bon qu'il soit par moment. Là-dessus, je me réfère justement à la tradition grecque et romaine. Il est bon de savoir faire un métier et puis, à un moment donné, de prendre des responsabilités politiques. Je ne suis pas certain qu'il faille exercer des responsabilités politiques dès l'âge de 20 ans jusqu'à l'âge de 80 ans, comme ça arrive. J'ai des exemples en tête. Là, je pense qu'il faut, par exemple, pouvoir revenir à la vie civile avec des compétences pour le faire. Il faut se ressourcer dans la société civile. Et c'est ainsi que, par quelque chose de sain, par quelque chose d'ouvert, eh bien, la démocratie peut se régénérer en permanence. Et puis, il faut vivre l'exercice d'un engagement politique comme un devoir, comme un honneur aussi, et donc comme quelque chose qui n'est pas véritablement un métier, même si à certains moments, c'est évidemment l'activité professionnelle exclusive de quelqu'un, mais comme quelque chose qui n'est pas fait pour s'inscrire uniquement dans une permanence, mais au contraire pour correspondre à des allers-retours. Et donc, à ces conditions-là, la démocratie représentative peut se régénérer et l'engagement en sera la clé. C'est essentiel de dire ça parce que ça répond aussi à des problèmes que j'ai mentionnés précédemment, notamment ce que j'ai dit juste avant sur la question de la vérité, de la complexité, de la nuance. Bien des sujets nécessitent de l'expertise, bien des sujets nécessitent d'être vus dans leur complexité. Et pour cela, on a besoin de la démocratie représentative, c'est-à-dire de personnes qui peuvent consacrer du temps à approfondir des thèmes et ensuite, sur la base de convictions, sur la base de principes qui sont affichés, de contribuer à leur solution. Et donc, surtout ne jetons pas la démocratie participative par-dessus bord. On en a besoin plus que jamais et pour ça, il faut de l'engagement. J'ai créé il y a 3 ans maintenant ce qu'on appelle le laboratoire de la République qui est fait pour réfléchir sur ces questions républicaines,
mais aussi en tirer des conséquences concrètes en matière de politique publique. Et l'un de mes principaux buts, pour ne pas dire le principal, c'est de former des jeunes à prendre des responsabilités dans le futur, à être les futurs députés, les futurs ministres, les futurs maires de notre pays. Et c'est absolument essentiel. Je le relie à l'autre sujet que je considère comme central pour nous tous et donc pour ce laboratoire de la République, c'est le sujet de l'égalité, de l'équilibre des territoires. La question de la métropolisation du monde et donc de la métropolisation de la France, la réalité folle qui fait que toute la richesse, toute la vitalité se concentre en 8 points du territoire et que dans le même temps on aspire le dynamisme de tout le reste du pays, est évidemment une folie contre laquelle il faut aller. Pourtant, c'est une loi qui semble quasi inexorable. Toutes les logiques économiques et technologiques vont dans ce sens. Mais c'est justement la force du politique que de savoir contrebalancer cela. Non pas parce qu'on n'aurait plus 8 métropoles, on les aura et c'est très bien, mais il faut régénérer le territoire par l'engagement des jeunes, qu'ils soient politiques, économiques, démographiques, culturels, pour tout simplement réirriguer le pays. Et cet engagement-là, il est évidemment vital si on ne veut pas justement l'impuissance démocratique finale où on aurait tout le monde concentré dans des villes vivant de manière cloisonnée, anonyme, standardisée. C'est cet horizon noir-là qu'il faut éviter. Et ce sera synonyme de prospérité, ce sera synonyme de sens de la vie, ce sera synonyme de qualité de la vie. Et ça passera par la démocratie représentative et par la démocratie participative, qui est cette fois-ci non seulement les consultations que l'on peut faire, c'est évidemment une bonne chose, mais la participation au sens plein du terme, c'est-à-dire être soi-même partie prenante de l'action publique. C'est la vie associative, évidemment, et c'est toutes sortes d'initiatives que l'on peut prendre. La démocratie, c'est pas sellement le discours, c'est pas seulement interagir par des paroles, c'est pas seulement prendre des décisions, c'est aussi agir concrètement. C'est quand des citoyens s'unissent pour créer un nouveau commerce dans un petit village qui a été déserté dans les décennies précédentes. C'est quand on organise une crèche familiale dans le même village. C'est quand on fait soi-même les choses. C'est dans ce sens-là aussi que l'on peut parler d'engagement. Alors, en conclusion, je voudrais dire que je réfléchis mieux à l'engagement quand je passe par la réflexion sur les périls de notre époque. Et je réfléchis aux périls de notre époque, non pas de manière défaitiste, non pas de manière fataliste, mais en me disant que justement l'engagement avec l'éducation, et ça va ensemble, c'est la solution. Que l'engagement est ce qui permet d'avoir l'esprit de devoir, j'ai commencé par là, face à l'entropie démocratique. L'engagement, c'est l'esprit de long terme, face à l'immédiateté de notre époque. L'engagement, c'est l'esprit de vérité, face à l'ère de la post-vérité et aux enjeux de complexité de notre époque. Et puis enfin, l'engagement, et tout le traduit bien sûr, c'est l'esprit d'équipe face à l'individualisme. Alors l'engagement, je crois qu'on peut dire que c'est non seulement le support de la République, et donc le support de la démocratie, mais c'est aussi la lutte contre la fatalité, c'est la lutte contre l'absence de sens qui parfois habite nos sociétés, et donc c'est un élément d'espoir, et moi j'y crois. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions pour M. Blanquer? Comme à l'école. Oui. Oui. José Bouvet. Oh, pas au fond de la classe. Reste debout. C'est une question facile, mais comme vous ne l'avez pas abordée, je pense qu'elle est importante, c'est que longtemps,
il y avait l'école, mais l'école, tout le monde sait que c'est au long de la vie et qu'il n'y a pas simplement le moment de la formation, mais la longue durée. Et donc, on peut aussi espérer à construire une école de la vie. Et pour ça, on a eu longtemps, ça a été une aspiration, je dirais, après la Première Guerre mondiale, mais qui a continué ensuite, qui était l'éducation populaire. Et je pense que c'est un sujet important parce que ça a permis de former, à travers des tas de structures différentes, qui soient laïques ou pas, à travers les organisations syndicales, à travers les offices de jeunesse, etc., les auberges de jeunesse, énormément de mouvements d'éducation populaire. Et j'aimerais avoir votre avis sur cette question-là parce que ça me paraît central. Et quand on parle de participation, c'est aussi ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre institutionnel, mais on est dans des cadres très différents et qui irriguent les territoires. Je dis ça parce que nous, chez nous, enfin, dans les campagnes, les foyers ruraux jouent énormément ce rôle-là, mais de manière très diversifiée. Donc, j'aimerais que vous exprimiez là-dessus. Ben, je vous remercie beaucoup pour cette question parce que, évidemment, je n'ai pas pu aborder toutes les illustrations de notre thème, mais celui-là, effectivement, ce thème-là est éminemment important. J'y ai d'ailleurs attaché beaucoup d'importance lorsque j'étais ministre, en insistant toujours sur le fait que le temps de l'enfant à l'école, c'est très, très minoritaire par rapport à tout le reste du temps de l'enfant. Et donc, ce qui se passe pour l'enfant le soir après 17h, ce qui se passe le mercredi, ce qui se passe le samedi, le dimanche, ce qui se passe pendant les vacances, alors que nous avons des vacances d'été particulièrement longues, c'est absolument décisif et c'est quelque chose dont la société doit se saisir. Ça peut être la famille, bien sûr, quand c'est possible, mais ce n'est pas toujours possible. Et d'où l'importance de ce qu'on met derrière l'appellation éducation populaire. Et effectivement, vous avez raison, ça nous renvoie aux enjeux de participation, parce que ces choses-là ne vivent, et s'il y a eu un certain déclin, c'est aussi pour cette raison, ne vivent que s'il y a de la participation. Si des gens comme vous et moi jouons le jeu de faire de l'aide aux devoirs pour les enfants le soir, d'accompagner une colonie de vacances. Vous voyez, je vais vous donner un exemple d'une chose qu'on a créée. On a créé quelque chose qui s'appelait les vacances apprenantes. C'était d'ailleurs à l'occasion de la crise sanitaire en 2020. C'était une façon de créer la renaissance de cela, puisque les colonies de vacances telles qu'on les a connues dans les années 60, 70 ont connu un certain déclin parce qu'elles ne correspondent plus à un modèle qui attire les enfants et les familles, même s'il y a encore de beaux restes de cela. Et donc on a voulu un petit peu régénérer qualitativement les colonies de vacances en disant qu'elles devaient devenir peut-être apprenantes, instructives, qu'on allait par exemple aller au contact de la nature et apprendre. Et ça a eu un très grand succès, c'est-à-dire qu'on a évidemment un des aspects, c'était de financer le monde associatif pour faire cela, mais c'était surtout d'avoir un cahier des charges en la matière qui a recréé de l'engagement, de la participation de la part d'acteurs qui sont en quelque sorte venus à cette occasion. Par exemple, parcourir à vélo pendant les vacances à la découverte du patrimoine et de la nature par groupe de 10. Quand on a 12-13 ans, ça fait des vacances absolument merveilleuses. Bien, ça a concerné des milliers d'enfants ces dernières années. Donc la question du périscolaire et de ce qu'on appelle l'extrascolaire, c'est-à-dire en gros le mercredi, le week-end et les vacances, est absolument essentielle. Et merci d'aborder ça, parce que c'est en effet un exemple typique de ce qu'on peut appeler la participation, ce que j'ai rangé dans l'appellation participation tout à l'heure, participation démocratie participative. C'est pas seulement de faire un référendum, c'est d'être soi-même acteur d'enjeux démocratiques, c'est-à-dire en l'occurrence d'enjeux éducatifs. Et vous voyez, parfois il y a une forme d'intrusion. Il y a la participation bienvenue des parents dans l'école, mais parfois il y a une intrusion des parents dans l'école. Ça, c'est l'aspect négatif. Mais en fait, toute cette énergie qui parfois peut exister, il est bon qu'elle aille sur le périscolaire et l'extrascolaire, parce que là, il y a un besoin de bonne volonté et un besoin de présence très, très fort. Et c'est tout à fait significatif qu'une société soit capable de s'occuper de ses enfants en dehors du temps scolaire. Et après, monsieur Jean-Michel Blanquer, après tous les aspects d'éducation tout au long de la vie, est-ce que vous avez eu à connaître
et à accompagner ou à aider les éléments d'éducation populaire, d'université populaire après l'école? Alors, alors oui et non. Oui, enfin non d'abord, au sens où précisément ça doit venir de la société et il n'y a pas une sorte de monopole de l'État sur ce sujet et il est bon qu'il y ait beaucoup d'initiatives en la matière. Oui, parce que d'abord, alors j'étais ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et à partir de 2020 des sports. Et j'ai cherché à créer beaucoup de synergies dans ces matières. Par exemple, ça c'est pas une réponse à la question, mais j'en profite pour le dire, le 30 minutes d'activité physique par jour, qui devait être un leg des Jeux Olympiques. J'aurais aimé que mon ami Tony Estanguet en parle plus au moment de ses discours, parce qu'on a besoin de faire pénétrer ces messages qui sont des messages de santé publique dans la société. Et donc, en faisant la synergie entre les différentes compétences que je pouvais avoir, on a encouragé tout ce qui a trait à la formation tout au long de la vie. Mais de façon générale, les idées d'université populaire sont des idées, un peu ce que vous faites là, par exemple. Après tout, ce qui se passe pendant 2 jours et demi, c'est une forme d'université populaire et c'est une initiative, alors de la mairie, certes, mais c'est aussi on peut dire que ça vient du terrain. Et donc, c'est important que la société joue pleinement son rôle en la matière. Au plan de la ruralité, est-ce qu'il y a des singularités qui se dégagent par rapport soit aux attentes, soit par rapport à l'enseignement même, ou est-ce qu'au fond, c'est assez uniforme au plan national? La question se pose différemment pour l'école primaire, pour le collège et pour le lycée. Pour l'école primaire, ce qu'il faut savoir, c'est que les écoles primaires rurales réussissent mieux que la moyenne des écoles primaires en France. C'est une raison supplémentaire pour encourager les écoles primaires rurales. Ça devient moins vrai après, à l'âge du collège et du lycée, où il faut une masse critique d'élèves pour que les choses se passent bien. Et par exemple, un trop petit collège de, par exemple, 60 élèves, comme ça arrive, peut manquer de vitalité. En revanche, l'école primaire réussit. Alors, l'école primaire rurale, c'est plusieurs réalités. C'est par exemple les classes multiniveaux, qu'on va avoir beaucoup moins en milieu urbain. Et la classe multiniveau, quand c'est bien fait, ça peut être formidable, parce que par rapport à l'esprit d'équipe dont j'ai parlé, vous créez une solidarité, vous créez des réflexes des plus âgés envers les plus jeunes qui sont extrêmement éducatifs. Et donc on doit vraiment sauvegarder l'école rurale. Mais surtout sur ce sujet comme sur d'autres, j'ai toujours estimé et toujours agi en me disant qu'il ne fallait surtout pas être sur la défensive, mais à l'offensive. Autrement dit, une mauvaise façon de défendre l'école rurale, c'est de dire attention, elle est menacée, il faut la sauver à tout prix, etc. Certes, il faut faire ça, mais la vraie solution, c'est de créer une attractivité de l'école rurale, c'est de donner envie. Et notamment, et ce que je dis a pu correspondre à certaines réalités, je disais toujours aux maires que l'éducation nationale était là pour les aider, pour rendre leur école attractive et insister des familles à s'installer grâce à l'attractivité de l'école. Alors les maires ruraux sont souvent très dynamiques en ces matières, par exemple parfois en faisant des regroupements pédagogiques pour se donner plus de moyens. Il faut moderniser l'école rurale. Mais moi je crois à l'avenir de l'école rurale. J'ai concentré tous les moyens supplémentaires que je pouvais sur l'école primaire. Et donc on m'a souvent dit oui, mais vous favorisez quand même plutôt les banlieues puisque vous faites le dédoublement des classes qui la plupart du temps, pas toujours, étaient en banlieue. Mais en même temps que nous faisions ça, nous avions une attention très forte pour l'école primaire. Je regrette d'ailleurs que ça se soit un peu perdu ces 2 dernières années, mais on a fermé très peu d'écoles entre 2017 et 2022. Et surtout, notre attention était d'avoir des bons taux d'encadrement. Par exemple, en Lozère, vous avez 14 élèves par classe. Et si on avait une vision purement mécanique, on aurait supprimé des écoles. Bonsoir messieurs, je voulais vous parler un petit peu de l'école primaire en quelques instants et de leurs enseignants. Vous avez pendant une 12aine d'années été au centre de décisions importantes, d'abord comme haut fonctionnaire puis comme ministre. Certaines ne m'ont pas tellement plu et ont, je pense, un peu abîmé l'école.
Je ne voudrais pas être manichéen, donc je vais prendre un seul exemple. C'est une décision qui a été prise dans les années 2009-2010, si je ne me trompe pas, qui consistait à supprimer la formation des professeurs. J'étais inspecteur d'éducation nationale sur le secteur, et la dernière semaine d'août, on nous confiait des jeunes qui venaient d'avoir leur Master 2 et qui arrivaient directement de l'université. On avait une semaine du lundi à 8h au samedi 18h pour les former et les balancer le lundi suivant dans les classes. Je considère que c'était une catastrophe totale, et pour eux individuellement, et pour les enfants bien évidemment, et pour le système éducatif en lui-même. Alors je voudrais savoir de quelle façon vous avez été plus grand que vous-même, pour reprendre une de vos expressions, lorsque vous avez participé à ce genre d'opération. Alors, il va falloir plus d'une minute pour vous répondre. D'abord, alors un point très important, il faut faire la distinction entre le moment où je suis ministre et le moment où je ne le suis pas. C'est-à-dire que, par exemple, je vois un peu votre orientation. Dans le même genre de discours, j'entends Blanquer a supprimé 70 000 postes sous Sarkozy ou des choses comme ça. Si vous connaissiez la vérité, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Quand vous êtes recteur ou directeur général de l'enseignement scolaire, c'est pas vous qui prenez les décisions budgétaires générales. Mais je laisse ça de côté. Mais je pense que c'est très important dans le débat public de ne pas considérer qu'un haut fonctionnaire est celui qui a fait la politique publique. Si c'était le cas, ce serait très embêtant. Est-ce que ça veut dire que, en disant ça, je shoote en touche pour éviter de vous répondre? Non. La vraie dégradation de la formation des maîtres, elle est bien antérieure à ce que vous dites. Elle est à partir du moment où un certain nombre d'idéologies ont pénétré le système de formation et où, malheureusement, l'universitarisation de la formation des maîtres dans le premier degré, qui par ailleurs est plutôt une bonne chose sur le principe, s'est traduit par une formation moins bonne que celle qu'on avait dans les écoles normales auparavant. Et la vraie dégradation de la formation, je la vois à ce moment-là. Ensuite, quand il y a eu la réforme, alors on va rentrer dans les choses techniques, mais vous m'y appelez, quand il y a eu la réforme qu'on appelle celle de la masterisation, qui, je le rappelle, était faite pour améliorer le prestige du métier de professeur des écoles, cette réforme-là se traduisait par le fait qu'on mettait donc une exigence de 2 ans de plus avant d'avoir le diplôme qui permettait ensuite d'enseigner. Ça s'est traduit aussi par le fait de faire plus de terrain. Donc ce que vous décrivez comme étant on lâche les gens n'importe comment, normalement si vous étiez inspecteur d'éducation nationale du premier degré, c'est vous qui êtes responsable de ce que vous décrivez, parce que vous deviez avoir des tuteurs pour s'occuper de cela. Il devait y avoir une logique d'apprentissage qui faisait que une personne plus expérimentée suivait celui qu'on lâchait dans l'eau du bain. Donc c'est un peu comme si vous reprochiez un système pour apprendre à nager à un enfant, à un moment donné, de le mettre en contact avec l'eau. À un moment, il faut le faire, mais certainement pas tout seul. Donc ce que vous me dites, ça me rappelle des vieilles polémiques d'il y a 15 ans, pardonnez-moi de vous le dire, assez biaisées politiquement. La masterisation n'était pas l'alpha et l'oméga, je n'étais pas forcément favorable à tous ces aspects, mais la dégradation de la formation, elle ne date pas du tout de ce moment-là. Et puis par ailleurs, tout ça, c'est une histoire un peu maintenant d'il y a 15 ans. Bonsoir, Flavien Ourcel, étudiant à HEIP, Hautes études internationales et politiques à Bordeaux. Dans votre discours, j'ai relevé le fait que l'engagement, pour vous, se passait par l'éducation, donc c'est évident, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous pensez par contre qu'aujourd'hui, les différents gouvernements, pas seulement Emmanuel Macron aujourd'hui, mais les précédents, ont failli dans leur tâche en fait, de séparer l'élitisme aujourd'hui qu'on a dans les centres urbains comme Paris, par rapport justement aux mondes ruraux qui sont un peu plus délaissés, notamment du point de vue des études supérieures? Alors la question de l'irrigation de l'ensemble du territoire est absolument essentielle, et sous l'angle de l'enseignement supérieur tout particulièrement. Il n'y a pas de plus grande valeur ajoutée pour un territoire que d'avoir une institution d'enseignement supérieur. C'est quand vous installez une université, une école post-bac quelque part, vous créez un effet matriciel pour l'économie et pour la société qui est incomparable. Et donc, la métropolisation,
elle aboutit aussi, mais ça c'est vrai dans le monde entier, hein, c'est pas qu'un phénomène français, elle aboutit aussi à la concentration de la connaissance, dont certains aspects sont positifs. Par exemple, quand vous avez besoin de très grands équipements en physique nucléaire, vous n'allez pas ça va être dans un seul endroit. Vous avez besoin de grandes universités avec beaucoup de moyens pour être à la pointe de la recherche. Donc il est normal qu'il y ait cela. Mais s'il n'y a que cela, alors ça peut déboucher sur de très grandes inégalités et même sur des catastrophes. Et donc il est très important, en effet, d'avoir des relais d'enseignement supérieur au plus près du territoire. Alors il faut le faire de manière appropriée. Par exemple, au début des années 90, on a implanté des antennes d'universités dans certaines villes moyennes. Ça a été plus ou moins bien fait, ça a été plus ou moins une réussite. L'idée ne doit pas être de faire en moins bien ce qui se fait dans la grande ville, mais de faire de manière différente et correspondant à des besoins au plus près du terrain. Il y a plusieurs modalités pour faire ça. Un exemple typique, c'est la création de classes préparatoires dans des lycées ruraux, ou en tout cas au milieu de zones rurales. Ça, c'est un point très intéressant parce que ça permet d'avoir une sorte de sas entre les 2 années après le bac. Souvent, à 18 ans, c'est difficile de partir vers une ville trop éloignée, alors que si c'est une ville proche, c'est quelque chose de possible. Et donc, les classes préparatoires jouent un rôle d'ascension sociale de ce point de vue-là. Mais il y a aussi la capacité à créer des campus au plus près du territoire. Ça, c'est un sujet auquel je me dédie actuellement, donc ça me passionne beaucoup. Je fais même en relation avec les questions de transformation écologique, c'est-à-dire comment on peut former au métier, comment on peut former les jeunes, y compris en milieu rural, pour justement exercer des métiers qui vont être très utiles pour le développement des territoires dont ils sont issus. Et ça, faire cela, j'y crois beaucoup, c'est pour ça que j'agis en cette matière, parce que je crois que c'est par ce biais-là qu'on peut le plus revitaliser les territoires ruraux aujourd'hui en France. Bonjour messieurs. Monsieur Blanquer, vous avez loué, et je le loue avec vous, les initiatives locales. Et vous êtes très engagé, et je vous rejoins tout à fait, sur la démocratie représentative. En tant que juriste également, je ne peux que y être attaché en tout point. Ce qui me préoccupe, c'est qu'effectivement, il y a toutes ces initiatives associatives à l'échelon local, et pourtant, le plus grand parti de France, totalement informel, c'est-à-dire un électeur sur 2, et celui des abstentionnistes. Comment vous l'expliquez ? Alors, il y a plusieurs explications à l'abstention, et il y a des spécialistes ici, comme Frédéric Dabi ou Stéphane Rosès d'ailleurs, qui en parleraient mieux que moi. Et souvent, on fait dire à l'abstention ce qu'on a envie de lui faire dire. Ça me frappe beaucoup. Par exemple, on peut faire dire à l'abstention que... Je me souviens que c'était une explication de l'abstention aux États-Unis, pas en ce moment, mais dans le passé. On disait, s'il y a de l'abstention, c'est parce qu'au fond, les gens approuvent la façon dont vont les choses. C'est une sorte d'approbation tacite de ce qui se passe. Aujourd'hui, on dit plutôt l'inverse. On dit, s'il y a de l'abstention, c'est parce que les gens sont furieux contre le système politique et ne croient plus en rien et pensent que ça ne sert à rien de voter. Et puis, il y a des explications intermédiaires. J'ai eu un débat qui sera publié dans un journal dans quelques jours, justement avec un professeur de sciences politiques, où lui considère qu'au contraire, il y a parfois une sorte d'abstention active, c'est-à-dire que les électeurs, en s'abstenant, savent à quel type de résultat ça va aboutir et ils font une forme de calcul de l'abstention. Donc on peut avoir des discours assez approfondis, voire savants sur l'abstention, mais je crois qu'il y a une très grande responsabilité des discours qui sont tenus là-dessus. Je pense que c'est trop facile, et ça a été dit d'ailleurs dans la table ronde précédente, de cogner sur le personnel politique et de dire, puisque c'est comme ça, je ne vote pas. Je pense qu'il y a toujours une offre politique assez riche quand même dans un système comme le nôtre, et que donc l'abstention ne se justifie pas, et que c'est un cercle vicieux, puisque plus on s'abstient,
plus il y a une crise du système politique, et plus il y a une crise, plus on peut dire, puisque c'est comme ça, je m'abstiens, puisqu'ils sont tous nuls, ou tous pourris, ou tous... Et je crois qu'on ne doit pas encourager ce discours. Il faut... Alors, ce que je dis n'est pas consensuel, mais je pense qu'il faut culpabiliser les abstentionnistes. Je pense qu'il faut dire, c'est pas bien. Moi, ça m'arrive dans mon entourage. Les gens vous disent souvent avec fierté, moi, j'y vais pas. Toi, tu es un peu soit naïf, soit je sais pas quoi d'ailleurs. Mais en tout cas, tu vas voter, c'est stupide. Moi, je culpabilise les abstentionnistes. Je dis, faut se plaindre de rien si on va pas, si on ne va pas voter. Donc, je crois que les discours que l'on doit tenir en la matière sont des discours de responsabilisation, pour revigorer la démocratie représentative. Et donc, ça passe par la participation électorale, d'où l'importance de favoriser la participation dès le plus jeune âge. Je pense que toutes les initiatives de conseils municipaux de jeunes sont bonnes. On a créé en 2019 les éco-délégués dans chaque classe. Donc c'est un système pour que dans chaque classe, il y ait un enfant qui soit responsable d'unir les autres autour des enjeux écologiques de proximité de l'école. Ils vont aller ensemble nettoyer une forêt à côté, planter un potager. Ça a l'air de rien, mais c'est 250 000 éco-délégués qui existent aujourd'hui. Je pense que c'est 200 par année. Donc le nombre d'enfants concernés est considérable. Ces enfants-là, je pense que seront moins abstentionnistes que la moyenne dans le futur. Donc il faut créer les habitudes de participation et ne pas légitimer les discours de passivité, parce que ça crée des cercles vicieux dont on ne sortirait pas. Merci, Monsieur Blanquer. Merci beaucoup.